Salam alaikum Azoul, bonsoir. Quand une nation vit des moments décisifs, quand ses valeurs sont oblitérées, quand sa dignité est foulée aux pieds, et quand l'avenir de ses enfants est compromis, c'est en ces temps incertains qu'elle doit retrouver ses aspirations à une vie meilleure. Et nous sommes à la croisée des chemins. Il suffirait de rien pour que nous soyons encore une fois plongés dans le malheur. Le moment doit venir alors de nous retrouver et de réapprendre à nous aimer les uns les autres. Pour vous. TSA, le FLN convoque sa tripartite, nouvelle étape du bras de fer Ould Abbas ou Yahya, par Faisal Metawi. Alger 24, Haddad tacle Ould Abbas, réfute une tripartite parallèle, par Adrbad. Liberté, le secrétaire général du FLN entrave l'action du Premier ministre. Pourquoi Ould Abbas veut disqualifier Yahya, par Sofiane Aitiflis. Donc, la dernière Algérie, la dernière chance pour le pouvoir? Point d'interrogation, s'il vous plaît. Et donc, nous allons en parler avec Hassan Hirj, qui est ici avec moi, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Depuis Alger, Mohamed Maïz, médecin et analyste politique. Mohamed Maïz, merci d'être avec nous. Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le joindre de nouveau. Alors, Adel Jabbar, citoyen algérien à la retraite au Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et c'est toujours un plaisir. Merci Adel. Alors, je vais commencer par vous, Adel Jabbar, puisque vous êtes avec nous. Adel Jabbar. Oui. Alors, aujourd'hui, en ce moment, plus personne n'ignore dans le pays, y compris la société dans toutes ses composantes, dans toutes ses catégories, que les temps qui s'annoncent annoncent de sombres perspectives, excusez-moi, et que ça va être très dur sur tous les plans, et que en l'absence de véritables représentants de la société qui pourraient demain porter ses aspirations, porter une véritable contestation politique qui puisse s'exprimer de façon politique, aujourd'hui sur le terrain, nous n'assistons qu'à des gesticulations de forces périphériques qui veulent nous faire croire qu'elles sont des clans, des parties importantes de ce régime. Vous savez bien de qui je parle, FLN, RND et les autres. Et c'est à ce moment-là que devraient normalement se concentrer tous les efforts pour essayer d'éviter le pire, que la machine continue d'aller dans tous les sens de façon stérile et voire même dangereuse pour la suite des événements. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Non, je pense que nous sommes dans la logique d'un pouvoir et d'une politique tout à fait formelle. À l'époque, on parlait de décideurs, de cabinets noirs, de généraux qui menaient les affaires en main. On avait au moins la chance d'avoir un nom sur un visage et plusieurs visages, donc une équipe de 12 ou de 15 généraux qui faisaient la loi. Aujourd'hui, ce type de pouvoir occulte a complètement disparu, même si moi je n'ai jamais cru à ce mythe de cabinet occulte, parce que nous avons vu ces dernières années, je pense depuis 3-4 ans, la disparition tragico-comique de celui qui prétendait être le bon Dieu de l'Algérie. Donc pendant 25 ans, on a construit un mythe autour de lui, et puis le jour où on a décidé de comme il fallait, et il est parti. Donc c'est un régime tout à fait complexe. Il est, comment dirais-je, il est incernable, il est incontournable, il a sa propre logique. Moi, je vais vous faire peut-être prendre conscience de ce que je pense réellement de ce régime-là. Un jour, j'ai été frappé, j'étais en Algérie pendant le mois de Ramadan, et j'ai vu un marchand de Zlabia.
Et puis, c'était de l'alchimie. Le marchand de Zlabia était en train de faire sa Zlabia. Et il avait autour de lui donc 3 clients antinomiques, mais un client qui paye. Il y avait des mouches, il y avait des guêpes, et il y avait des abeilles. Tout le monde se servait, se mielait, sauf les clients qui venaient, qui payaient. Ceux qui ont mis en place ce type de business, ce sont ces gens-là, du pouvoir qu'on ne voit pas du tout. Ils ont eu déjà leur pré-banque en important de l'huile, en important de la farine, et puis en encaissant des dinars, que celui qui semble être le maître de l'œuvre n'est en fait qu'un ouvrier. Donc le système algérien est ainsi fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité, ou de vérité ni relative ni absolue. Qu'en l'absence donc de vérité, tout est absolument permis. Il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes dans un système dictatorial atroce. Ce régime-là est une véritable dictature pure et dure. Son ADN, son sang, sa philosophie sont ainsi faits. Il n'acceptera jamais de dialogue, il ne négociera jamais, et il ne fait aucun compromis. La meilleure preuve a été donnée hier. En tabasse, c'est tout ce que fait faire ce pouvoir-là, qui a le monopole des armes, qui a le monopole de la violence et qui a le monopole de tout l'entrée. Toutefois, il est pratiquement indéniable que des organisations et des réseaux vont et doivent étendre leurs ramifications, parfois en affrontant le pouvoir, là c'est souvent en l'esquivant. Aujourd'hui, les partis Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre parce que l'image est très mauvaise, le son aussi. Donc on va essayer de vous retrouver sous de meilleurs auspices, j'allais dire. Sinon, nous vous prendrons au téléphone et je reviens à vous dans un moment. Hassan Hirj, Adel Jabbar vient de nous dire ce régime qui est le monopole de l'argent, le monopole de la violence, et qui ne négociera jamais. Or, aujourd'hui, s'il ne négocie pas, s'il ne se ressaisit pas, c'est suicidaire, y compris pour lui-même. Il n'est pas en capacité de le comprendre. C'est un véritable problème dans notre société, dans notre pays, parce qu'effectivement, il faut reconnaître aujourd'hui, et beaucoup ont tiré la sonnette d'alarme, y compris vous ici, que l'Algérie est en danger. L'Algérie n'est pas un pays hors planète Terre. L'Algérie est un pays qui a ses ramifications autour d'elle. C'est une Algérie reliée à 6300 km de frontières, plus 1200 km de côtes. Donc il y a des ramifications. Ce qui se passe à côté a forcément de l'influence sur nous, et ce qui se passe sur nous a de l'influence sur les autres. Ça, personne ne peut le nier. Or, ce qui se passe aujourd'hui, il y a une permanence, tout simplement, d'un système autiste depuis l'indépendance. Je dirais même depuis l'assassinat d'Aban Ramdan en 1957. Ce système autiste consiste en quoi? À voir le danger devant et à organiser une fuite en avant. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, ce qui peut changer un système comme celui-ci, parce que, je fais une parenthèse, il y a des études qui ont été faites, particulièrement par un sociologue hollandais qui s'appelle Hofstede, qui a décrit 70 pays au niveau culturel sur un certain nombre de paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a le paramètre changement. Quelles sont les sociétés qui acceptent le changement? Quelles sont les sociétés qui l'acceptent le moins? Et donc, il a fait comme ça une espèce de grille avec des sociétés qui acceptent un changement au bout d'1 an, 2 ans, d'autres, grosso modo, autour de 5 ans, 10 ans, et d'autres 20 ans et plus. Il se trouve précisément que les sociétés musulmanes sont dans cette configuration, à savoir qu'on accepte très mal le changement. Et un changement ne viendrait, malheureusement, que d'une catastrophe naturelle, d'un cataclysme social, avec des émeutes comme on l'a vu dans les pays qui sont proches de nous, ou bien effectivement une crise économique majeure qui fera que tout s'effondre et qu'à ce moment-là, comme on l'a vu en Tunisie, comme on l'a vu en Irak, etc., à ce moment-là,
on va penser au changement. Et parfois même, je rajoute ça, parfois même, on essaye de reconstruire sur les mêmes bases. On n'a pas compris. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer et encore tirer la sonnette d'alarme et dire que le seul moyen pour que l'Algérien participe à un changement positif, à un changement pacifique, c'est d'instaurer tout simplement une culture de l'intérêt des générations futures. Ça me semble être primordial. C'est-à-dire que toutes nos actions, à la télévision, dans les institutions, dans l'État, dans les ministères, dans les entreprises, dans la wilaya, la commune, la daïra, partout, il faut qu'il y ait un département, un secrétariat. Il faut d'abord créer un secrétariat d'État aux générations futures. Parce que dès lors qu'on travaille pour les générations futures, à ce moment-là, on sera obligé de lui préparer un tissu industriel viable, de lui préparer un environnement écologique viable, de lui préparer une éducation viable, de savoir que ce pays-là, l'Algérie, ne nous appartient pas, nous qui sommes vivants aujourd'hui. L'Algérie appartient aux générations futures. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Et ces générations futures nous l'ont prêté. Ils nous l'ont prêté pour un certain temps. Les générations passées ont pensé à nous et nous devrions nous penser à celles qui viennent après nous. Absolument. Mais les générations passées se sont battues, sacrifiées pour que nous vivions libres, pour que soit enlevé de façon définitive les jougs colonialistes qui se sont succédés, que malheureusement le FLN a reproduit tel quel. S'il a libéré le pays, il a assujetti la société. Or, ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but des millions de morts des Algériens. Ce n'est pas le même FLN qui a libéré le pays, qui l'a assujetti. Un certain nombre, c'est le même. Ouais. Un certain nombre de militants, de cadres, etc., c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient dans une espèce de fleuve, ils ont été emportés, mais qui n'avaient peut-être pas la conviction qu'il fallait libérer et le pays et la société. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui à entendre des choses comme ça. Le Ould Abbas qui nous dit le FLN, c'est Hizb Doula, et qui nous dit nous sommes l'État. L'État, c'est le FLN. Et le FLN existe depuis l'émir Abdelkader. C'est grave. Ouais. Je veux dire, quand on a quelqu'un comme ça au sommet des institutions, de l'État, c'est quand même le chef du parti principal. Et c'est quand même celui-ci, ce parti-là, qui a conduit les affaires du pays depuis 1962. Mais Hassan, oui. Moi j'entends bien ce que vous me dites, mais c'est vrai qu'il faut penser aux générations futures, leur laisser quelque chose de viable. Avant, moi je me rappelle que la génération de mon père plantait des arbres qui mettaient toute une génération à pousser. Et mon père ne pouvait pas assister à cet arbre-là en pleine maturité, mais il pensait à moi. Et moi aujourd'hui, au lieu d'aller planter un arbre pour mon fils, je me contente, je ne pense pas à lui. La preuve, il n'y a pas d'arbre aujourd'hui en Algérie, pour ne donner que cet exemple. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas seulement dans reconstruire, penser à la génération d'après. C'est toute la société qu'il faut refonder. C'est le système politique qui est devenu complètement inadapté à la situation. C'est une mafiocratie. Et le problème, le gros problème, c'est que cette mafiocratie, tant qu'elle avait la possibilité de l'argent pour pouvoir anesthésier la société, pour pouvoir la contrôler par la corruption de masse. Ne travaillez pas et je vous donne ce qu'il faut pour vivre. Et je soutiens les produits de première nécessité et tout. Aujourd'hui, même ce nerf de la guerre, elle ne l'a plus. Et il n'y a plus que le rempart sécuritaire qu'elle est en train d'étoffer en vue demain d'éventuelles manifestations, à Dieu ne plaise. Alors, moi, là où je voulais en venir, pourquoi ce système est-il, comme vous venez de le dire, aussi autiste, au point de ne pas voir que c'est suicidaire, y compris pour lui? On m'a rapporté que Kadhafi, dans ces derniers moments, bien avant que ça ne s'aggrave à un point irréversible, des gens ont été le voir et lui ont dit « Monsieur Kadhafi, vous avez encore une possibilité de sauver ce pays et de sauver votre propre régime. Instaurez une situation
qui puisse permettre l'émergence de vrais représentants de cette société civile, ça va vous permettre au moins de gagner du temps. Une période transitoire, ça dure plusieurs années. Pendant ces plusieurs années, ça va vous permettre de négocier votre part de pouvoir ou alors au moins de partir tranquille. Et il ne l'a pas fait et à la fin, il l'a regretté. Parce que non seulement il a mis le feu à son pays, mais en plus, il en est mort, lynché. Et on se dit, mais ce régime, est-il aveugle à ce point pour ne pas voir que c'est la vie de ses propres membres qu'il joue, que c'est l'avenir de tout le pays? C'est ce qui s'est passé en Irak. Oui. En Irak, qui n'a pas été voir Saddam Hussein pour lui dire « attention, ça va éclater, les Américains vont intervenir, c'est maintenant qu'il faut prendre les dispositions ». Les Russes sont allés, les Algériens eux-mêmes sont allés, les Iraniens sont allés. Ben, c'était l'autisme de Saddam Hussein qui a conduit le pays à être bombardé. Et Saddam Hussein à être pendu. À être pendu. Finalement, personne n'a gagné dans l'affaire. Tout le monde a perdu. Voilà. Tout le monde a perdu, que ce soit ceux qui ont attaqué le pays, que le pays lui-même, c'est qui s'est effondré malheureusement, qui aurait pu être une des 15e ou 20e puissances mondiales avec toutes les ressources, pas seulement au niveau du pétrole et du gaz, mais aussi de l'eau. Parce que c'était le seul pays qui avait les deux à la fois. Oui. Deux fleuves qui traversent l'Irak. C'est extraordinaire, c'est une manne naturelle hors norme. Or, effectivement... Aujourd'hui, il n'y a plus que les charognards qui en profitent. Absolument. Et donc, si on veut véritablement... Il y a plusieurs angles d'analyse concernant l'Algérie, pour revenir à notre pays. Il y a évidemment l'angle d'analyse politique, c'est ce que vous venez de décrire grosso modo, et auquel nous assistons depuis 1962 à ce jour, c'est-à-dire un parti d'abord unique, ensuite qui est resté quasiment parti unique aussi, même s'il a créé comme ça une configuration démocratique, mais on a vu comment ça a été tout de suite interrompu. Donc ça, c'est le point de vue évidemment politique. On a vu, c'est ce que vous venez de décrire avec beaucoup de talent, l'économie, le point de vue économique, à savoir qu'il y a une manne et puis une redistribution de l'argent facile, élargissement de la clientèle, etc., apaiser les tensions en déversant de l'argent de façon improductive. Mais aussi, il y a le côté psychologique, dont on parle très peu. L'Algérien raisonne par ce qu'on appelle en psychologie comportementale par l'archéopsyché. L'être humain est régi par trois pôles en quelque sorte. L'extéropsyché, la néopsyché et l'archéopsyché. L'archéopsyché, c'est tout simplement ce qui nous vient de l'enfance, c'est-à-dire des comportements infantiles. Tricher, magouiller, faire en sorte d'être le supérieur, être dans la vantardise, dans le discours inutile, etc., etc. Donc, il y a effectivement une conduite infantile au sein du pouvoir. Parce que, si ce n'était pas le cas, il ne prendrait pas, comme vous dites, le risque de l'éclatement, le risque de se voir complètement balayés eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut revenir à une maturité. Pas seulement une maturité comme ça, politique, se dire attention, se dire tout simplement qu'il faut que je travaille sur moi, qu'il faut que je me regarde dans la glace, que le FLN se dise ah, je n'ai pas eu que des succès, j'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès, qu'il va falloir donc changer complètement la donne et donner la possibilité aux Algériens qui ont été écrasés depuis des siècles, marginalisés depuis des siècles, exclus depuis des siècles, leur donner enfin la parole, d'avoir ses propres représentants, effectivement, des représentants qui peuvent lui demander des sacrifices dans des moments difficiles, qui peuvent recréer des ressorts dont vous parliez tout à l'heure, des ressorts qui faisaient que le peuple algérien s'aimait. Oui.
Voilà. Moi, en tant que jeune Kabyle, je suis allé à pied en stop dans l'Oranie. J'ai visité tout l'Oranie. J'étais accueilli, mais alors quand même prince partout. À Nedroma, à Tlemcen, à Ghazaouet, à Oran même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Ne savent pas qu'il était possible dans les années 70 de prendre sa guitare, son sac au dos et d'aller dans une région qu'on ne connaît pas du tout, à l'est, à l'ouest, au sud, Et de se au retrouver nord, dans son pays. et de se retrouver chez soi, accueilli par les siens. Et je reviens à vous dans un moment. Mohamed Maïz, merci d'être avec nous. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Mohamed Maïz, aujourd'hui, on n'entend plus parler que de FLN, RND, des petites tractations, des gesticulations, à un moment d'une gravité extrême où tous les indicateurs sont au rouge, où la société est très inquiète, où des pans entiers de cette même société grondent de colère, et on continue de nous agiter ces diversions, alors qu'il est dans l'intérêt du régime lui-même de comprendre que s'il veut sauver sa peau, si tant est qu'il ne veut pas sauver le pays, c'est qu'il mette en place des mécanismes qui peuvent permettre l'émergence de vrais représentants de ce peuple qui peuvent porter sa contestation plutôt que de la laisser exploser. Mohamed Maïz, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que, comme les deux invités en ont parlé, on a tout dit sur ce système. Autiste, dictateur, autocratique, tout a été dit depuis des années et des années. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, c'est que ce système est devenu le véritable danger de l'unité nationale. C'est ce système-là qui risque justement... Mohamed Maïz, je me permets de vous interrompre. On ne vous entend pas très bien. Peut-être que la régie va essayer de vous joindre sur un téléphone fixe. Je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Très bien, là on vous entend très très bien. Alors Adel Jabbar, comment faire pour faire comprendre à ce régime qu'il est de son propre intérêt à lui que nous puissions aller vers une vraie transition démocratique où lui-même aurait sa place, où il ne serait pas obligé de partir du jour au lendemain? Comment faire? Moi, je pense qu'on ne peut pas négocier avec un mur. Ce régime-là n'écoutera personne, ne dialoguera à personne. Son essence, son âme, son ADN, comme je le disais, est la violence. Tout a commencé historiquement par une grosse violence. Et le peuple algérien, qui a été tétanisé depuis 1962, n'a eu affaire qu'à la matraque, aux gourdins et aux armes. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un, comme disait votre invité, d'autiste ou de sourd, totalement sourd. Il ne comprendra que le langage. Et on l'a vu dans les années 92. Quand il y a eu une insurrection armée, il a compris qu'en face de lui, il y avait une armée qui était organisée, qui était aussi violente que lui et qui utilisait les mêmes méthodes que lui. Aujourd'hui, aller comme ça, faire des petites démonstrations, comme malheureusement ça a été fait hier par les médecins, et bien avant eux, les chômeurs, les mères des enfants disparus, les pharmaciens, les enseignants, etc., c'est recevoir de la trique sur la tête. Moi, oui, Adel Jabbar, le constat est clair, oui. Vous le faites très bien. Mais voilà, ma question est comment faire pour essayer de convaincre ce régime, ce pouvoir, ce système, qui n'est plus dans son intérêt de se servir de la carotte et du bâton. Comment faire pour le convaincre, pour lui parler, pour essayer de l'amener à parler? La seule possibilité est que la société civile renaisse encore, parce qu'elle a été complètement détruite ces 20 dernières années. Elle a été disloquée, elle a été tétanisée, atomisée. Donc, c'est des organisations communautaires et sociales qui constitueront, à mon avis, la seule réponse à même de générer une solidarité et une dignité et pouvoir probablement concrétiser un réel contre-pouvoir
au lieu et place d'une opposition factice, discréditée et alliée du régime. C'est au peuple de se prendre en charge, mais ça prend une élite, ça prend des leaders crédibles. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne croyons plus au Messie. Le peuple algérien a tellement été abusé, puis violenté dans sa chair, qu'il ne croit plus personne. Vous ne pouvez pas aujourd'hui négocier avec un régime qui a créé la pauvreté et l'incertitude, qui ne sont pas les fruits du hasard, mais qui sont les errements et les conséquences de décisions idéologiques et politiques, et de décisions dues à leurs erreurs, parfois volontaires, parfois involontaires, mais souvent volontaires. Et donc, on ne remet pas les billes entre les mains de gens qui ont échoué pour leur dire redresser la situation. Ces gens-là ne connaissent que le chaos. Et quand les gens se plaignent du chaos, ils reçoivent de la trique. La seule réponse, c'est la matraque. Donc, c'est à la société civile de se régénérer. Mais restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Mohamed Maïz, vous êtes avec nous? Oui. Très bien. Alors, je vous laisse poursuivre. J'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, la situation, tout le monde le sait, c'est le FLN et le RND qui ont la parole, qui disent représenter la société algérienne, avec en sous-main quelques partis maisons qui sont presque tous au râtelier, qui se distribuent des petits et des gros privilèges, alors que tout le monde sait que tous ces gens ne représentent pas le peuple algérien, qui ne parlent pas des véritables aspirations de cette société à vouloir sauver ce qui reste, que toutes les institutions ne sont que des façades et que cet autisme du régime est en train de nous mener tous à notre perte, y compris lui-même. Exactement ce que je fais, que c'est les plus grands partis de ce pays. Là, le son n'est pas bon, je suis désolé, on va encore voir avec la régie, il y a un vrai souci. Je me permets de vous interrompre, je reviens à vous. Hassan Hirsch. Je crois qu'on est dans une société où on raisonne beaucoup par blanc ou noir. Et on voit très bien que ça peut basculer justement du blanc au noir du jour au lendemain. Absolument. On l'a vu par exemple avec Chakib Khalil, qui était au summum, puis le lendemain qui est inquiété par la justice algérienne, poursuivi par la justice algérienne. Puis et au lendemain, il est lavé, blanchi par une justice de la nuit. Et le surlendemain, on voit comment là, il est présenté même comme un successeur possible de Bouteflika. Qui est reçu en héros par des institutions religieuses. On l'a vu avec Abdelmajid Tebboune, qui était là, presque inconnu, insignifiant, brusquement porté au plus haut sommet de l'État et qui a même redonné un peu l'espoir parce qu'il avait un discours un peu inhabituel et il tapait du poing sur la table et qu'il avait effectivement cette envie d'apporter des réformes et plouf, le lendemain, plus rien. Et le pire, je crois, exemple que nous avons vu, c'est Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou. Mohamed Boudiaf, qui est appelé à la rescousse, alors que l'Algérie s'effondrait littéralement et que des Algériens commençaient à perdre la vie, à mourir, le pays saccagé, l'économie s'effondrait, etc. On l'appelle, on le porte au plus haut sommet de l'État. C'était l'espoir incarné par cet homme qui était déjà l'espoir 8 ans, je ne sais pas combien d'années auparavant, en tout cas en 1954. Et puis, brusquement, on élimine cet homme. Donc voilà, à partir de là, les gens qui nous gouvernent, ils sont dans une situation de fragilité. Ils sont sur un fil tendu et ils peuvent basculer d'un moment à l'autre. Ce qui fait que cette peur d'être effectivement du jour au lendemain balayés d'un revers de main fait que effectivement ils écoutent plus leur peur que leurs concitoyens. Mais Hassan, moi si j'écoutais plus ma peur, moi je me mets à leur place.
Moi, si j'écoute plus ma peur, c'est ça que je veux vraiment dire. Et c'est sur ça que je veux qu'on parle. Moi, si j'étais à leur place avec cette peur que vous décrivez, moi, je me dis, il y a l'exemple Kadhafi, qui finit lynché d'une façon atroce. Il y a l'exemple Saddam Hussein. Il y a l'exemple de la Syrie. Regardez, Bachar, il a été amené à démolir, dévaster son propre pays. Il ne s'en sortira jamais, quoi qu'il puisse advenir. Mais justement, alors, pourquoi ne pas, moi, un régime, pourquoi ne pas mettre en place une transition qui permette l'émergence de vraies forces, pas des forces genre RND ou FLN, et discuter avec ces gens-là, discuter ma propre survie, ma propre part de pouvoir à la limite, que ça prenne 8 ans, que ça prenne 10 ans, mais qu'on en sorte. Et surtout pour moi, un régime, ça me permet au moins d'avoir la vie sauve, au moins de pouvoir faire fructifier les fruits de mon pillage, de ma rapine. Oui. Pourquoi ils n'en sont pas là? Mais Jamal Din, là vous parlez dans une situation d'analyse. Vous avez la tête froide, en réalité vous n'avez pas peur, parce que vous êtes quelqu'un d'intègre, vous dites ce que vous pensez, ça, et vous n'avez peur de personne, parce que précisément, votre travail, vos idées, etc., ne font pas de mal à X ou Y et où vous vous sentirez menacé. Les exemples que vous avez cités, Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar Assad, etc., ils ont tellement peur parce qu'ils savent tellement illégitimes que précisément ils se replient. C'est comme une tortue. Une tortue, vous lui faites peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre sa tête dans la carapace. Elle ne voit plus rien, Jamal Din. C'est ce qui se passe pour nos dirigeants. C'est-à-dire qu'ils savent tellement qu'ils ont fait du mal, ils savent tellement qu'ils ont mis en place un système qui a écrasé l'Algérien, un système qui a fait que l'Algérien est devenu un pays fragile. Eh bien, aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, ils ont cette peur en eux et ils ne peuvent pas avoir le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités de Jamal Din requiert, ce que je disais tout à l'heure d'un point de vue psychologique, qu'on soit gouverné par ce qu'on appelle la néopsyché, c'est-à-dire la partie en nous qui est adulte. Et la partie en nous qui est adulte, ça veut dire tout simplement qu'on évalue la situation, qu'on calcule nos actions, on calcule les effets attendus d'une action. Ça veut dire qu'on est rationnel, ça veut dire qu'on pense aux générations futures. Pourquoi je parlais tout à l'heure des générations futures? Parce que si d'aventure on arrivait à injecter cette idée dans notre société et qui peut déteindre au fur et à mesure sur nos décideurs, nos gouvernants, les générations futures, nos enfants, c'est ça que ça veut dire. C'est nos enfants et nos petits-enfants. Il faut qu'on leur prépare une économie digne de ce nom. Il faut qu'on leur prépare un environnement digne de ce nom. Il faut qu'on leur prépare une école digne de ce nom. Un système politique, économique, social digne de ce nom. Or, en leur préparant ça, nous le préparons pour nous. Absolument. Nous le faisons pour nous. Parce que, tout simplement, en le faisant pour eux dans 10, 20 ans, 30 ans, il est évident qu'il y aura de la répercussion sur le présent. Absolument. Donc c'est une façon aussi d'aborder le changement avec sérénité en se disant que je travaille pour moi en travaillant pour mes enfants. Alors, avant de recevoir Mohamed Maïs, j'espère que le problème est réglé. Nous allons voir justement ce que disent ces gens dont vous parliez, Hassan Hirsch, qui sont un peu à la périphérie du système, qui sont sa façade, et qui veulent nous faire croire que ce sont eux les véritables opérateurs politiques dans ce pays. Écoutons-les. Nous sommes en retard, oui madame, parce que quand il s'agit de demander la dépense, vous êtes en tête. Vous l'avez fait en retard, vous avez payé. هذا كله يعرفكم الشعب 1000 مليار دولار 1000 مليار دولار قلنا للشعب وين راحت. شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. Maintenant ce qu'il décidera, on est derrière lui. Même principe. أنا مع الرئيس دائما وللأبد. Vous savez que mes enfants
m'apprennent le amazir à la maison. Parce que mon épouse. Je les aiderai. شوف عندنا لي كومبيتونس عندنا الماتيريال عندنا لا فينونس عندنا لي جيزمون مجمدين الدين عزرايل نحو التجميد هذا ان دي زاكت دو سات شارت تنحينا التجميد تلاقاوني مع علي حداد في القهوه اوني دي كوبان هو مقاول انا سانديكاليست يهضروا واش يحبوا نبوسوه يبوسني ما فيش مشكل. Mohamed Maïs, c'est pathétique, c'est incroyable, c'est hallucinant. Mohamed Maïs, vous êtes avec nous, j'espère que le son est bon cette fois-ci. Espérons. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Très bien. Moi, je voulais revenir par rapport à cette FLN du RND. En fait, donc, la force que leur donne le système, nous savons que c'est un système qui détermine des quotas, et les quotas aujourd'hui, ils vont plus vers le FLN et le RND. Donc, ils ne représentent aucunement le peuple algérien. Pour revenir sur cette partenariat public-privé, moi, je dirais plutôt que c'est un partage privé et public. Tout le problème est dans le partie de cette entreprise. Je vais vous donner juste un exemple. Je ne vais pas aller dans l'analyse de la situation économique parce que je pense que les analyses économiques c'est sur les ménages alors que nous n'avons ni économie, nous avons une économie de rente et un bazar sans plus. Donc, on n'entend rien. Pardon, Mohamed Maïs, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on n'entend rien. J'espère que la régie et vous-même pourrez trouver un téléphone fixe peut-être, parce que sinon là on n'entend rien. Pardon. Alors, Adel Jabbar, vous êtes avec nous? Oui. Adel Jabbar, vous avez entendu monsieur du RND, les messieurs du FLN, ça veut dire qu'ils n'ont plus de frein. Par exemple, Ould Abbas, qui est dans l'air du temps pour faire croire que lui aussi, il dit, est-ce que vous parlez amazir? Ali Haddad qui est kabyle. Et puis juste pour dire, moi mes enfants à la maison apprennent le kabyle. Ces enfants, je crois que le moins jeune de ces enfants a 40 ans. C'est se foutre du monde, excusez du terme. C'est-à-dire ces gens, ils ne sont pas seulement dans l'aveuglement et dans l'autisme, ils sont dans la... Je ne sais pas comment exprimer. Ils sont dans la folie, c'est plus de la fuite en avant, c'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Alors, et dans le même temps, les nuages s'amoncellent à l'horizon. L'Algérie est en véritable danger. Et ce n'est pas être alarmiste, ce n'est pas faire le Cassandre que de le dire. Dans un système où le propre régime ne trouve pas de successeur à son actuel président, qui n'est plus président depuis son 3e mandat, tout le monde le sait. Dans un système où le gouvernement est obligé de recourir à la planche à billets pour fabriquer de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie, pour pouvoir boucher les trous, payer ses fonctionnaires. Dans un pays où il est obligé d'arrêter le grand bazar. C'est fini les importations. Dans un pays où les produits de première nécessité sont en train d'exploser, que l'État ne contrôle même plus, dans un pays où des millions de gens sont en dessous du seuil de pauvreté, où le chômage fait des ravages, où la jeunesse ne rêve plus que de partir, où les haragas meurent par centaines, où ils sont dans des centres de rétention par milliers en Europe, en Espagne, en Italie. Et dans tout ça, ces gens continuent de s'amuser comme si de rien n'était. Et ceux qui leur donnent des injonctions, et ceux qui leur disent quoi dire, ils ne comprennent pas que c'est dangereux, y compris pour eux-mêmes. C'est ça, Adel Jabbar, que je n'arrive pas à m'expliquer, moi. Vous me rappelez un cours que j'ai pris il y a une vingtaine d'années ou plus, dans une école de commerce, dans la psychologie des ventes. On nous a appris qu'il ne faut jamais se mettre à la place d'un client. Le client a sa propre logique, vous avez la vôtre en tant que vendeur. Votre métier est de lui vendre votre produit. Ces gens-là sont contrebalancent royalement, ils sont dans leur logique. Ces gens que vous définissez comme étant la périphérie du système, qui sont en réalité des valeurs.
c'est des faire-valoir du système. Les décideurs, on ne les connaît plus aujourd'hui. Le pouvoir ou le régime n'est pas aussi homogène qu'on puisse le penser. Il y a des clans, il y a des tiraillements, et puis plus personne aujourd'hui ne sait de quel côté souffle le vent. Eux, c'est des girouettes. Là où il y a le plus de vent, ils se mettent dans la bonne direction. On a vu hier, quand on a tabassé des médecins, parce qu'on est resté encore l'une des dernières dictatures les plus sanguinaires de la galaxie, je dirais, pour tabasser des médecins et des enseignants et faire des citoyens des apartheids. L'Algérien n'est plus un citoyen, c'est un habitant. Il habite à Isla-Ferme. Ce système-là a été bâti sur la haine et sur le mépris. Je viens d'écouter Ouihia, je viens d'écouter Jamal Ould Abbas, le patron du CAC 40 algérien. Quand la haine et le mépris des hommes ne comportent aucun risque, ils ne prennent aucun risque à nous mépriser parce qu'ils ont privatisé une armée, les services de sécurité, qui sont armés jusqu'aux dents et qui sont prêts à en découdre avec le peuple. Ils l'ont déjà démontré. Il y a un quart de million d'Algériens qui ont été sacrifiés pour que ce régime reste en place. Adel Jabbar, je vais vous dire quelque chose. Oui. Moi, je sais par des amis que la plupart des gens de ce régime, comme on l'appelle, ne ratent pas les émissions du Top 3, celles que nous sommes en train d'animer. Alors, ils vous écoutent. Si tant est, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous demanderai de le faire en moins de 2 minutes. Si tant est que vous pouvez leur donner un conseil avisé et fraternel, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais d'arrêter de démembrer la société algérienne, de bâtir des pans avec des élites qui sont crédibles. Et par élite, je ne vise pas des élites politiques. Je parle d'académiciens, d'universitaires, de gros professionnels, tels que des médecins, des avocats, des juristes, des économistes, des gens qui ont une visibilité au niveau de la société et qui ont surtout de la crédibilité et qui ne sont pas entachés de corruption et de malveillance à l'égard de ce peuple. Ils bâtissent des pans avec eux, ils reconstruisent le dialogue qui s'est arrêté depuis pratiquement 20 ans, mais qui en réalité n'a jamais existé depuis 62. C'est la seule possibilité, c'est le dialogue. Le dialogue des armes ne peut ne mener qu'à la ruine et à la désintégration de ce pays-là. Bon, j'espère que de simples citoyens, comment dirais-je, très préoccupés par la situation de son pays, puissent être écoutés au plus haut niveau. Nous n'avons aucune autre prétention que de voir notre pays se remettre sur les rails, que les Algériens puissent vivre heureux chez eux, que la diaspora qui est constituée d'élites de niveau mondial puisse retourner chez elle et offrir ses services à titre bénévole. Nous avons vieilli aujourd'hui et nous sommes dans la possibilité de donner nos expertises, nos expériences, notre savoir-faire à nos enfants qui sont là-bas de manière tout à fait désintéressée et bénévole. Mais qu'on puisse avoir cette chance de vivre dans un pays où on produit le bonheur. Merci Adel Jabbar. Hassan Hersh, en moins d'1 minute, il ne nous reste plus de temps. La même question, ils vous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à plus de sagesse? Moi, je leur dirais 3 petites choses. Mais rapidement. Oui, très rapide. La première, c'est que le vrai décideur soit au devant de la scène. Parce que dès lors que c'est des marionnettes qu'ils mettent en avant, ces marionnettes sont interchangeables et donc ils ne peuvent pas effectivement avoir des comptes à rendre directement au peuple parce qu'ils ne se mettent pas en avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour être écouté du peuple, il faut écouter le peuple. On ne peut pas être écouté sans écouter soi-même. Absolument. Donc vous voulez être écouté par le peuple, écoutez-le d'abord en premier lieu. Troisième point, Jamal Din, c'est que ne pas agir serait impardonnable, serait une faute politique. Regardez-les dans votre caméra et parlez-leur. Oui, je leur dis, oui, ne pas agir serait une faute grave, une faute politique, une faute historique, et l'histoire ne leur pardonnera pas. Les générations futures ne leur pardonneront pas, ils iront cracher sur vos tombes. Merci Hassan Hersh. Merci Mohamed Maïz. Et pardon
de ne pas avoir pu vous écouter. Il s'agit vraisemblablement de votre téléphone de connexion. Et merci à Adel Jabbar. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis, mais restez avec nous.